Salut, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de koh. On va pas débriefer une saison comme la dernière fois, on va tout simplement composer un casting d'anciens candidats pour un All-Star. Pour cela, je me suis fixé 3 contraintes. La première contrainte, c'est, je pense, une contrainte que la prod se fixe elle-même, c'est-à-dire pas le droit à plus de 3 candidats d'une même saison. Ensuite, les 2 autres contraintes, on peut le voir sur l'image, je me suis inspiré de Survivor Seconde Chance, et d'ailleurs, koh s'inspire pas mal de Survivor dans pas mal de ses concepts, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais du coup le concept que j'ai envie de voir, c'est donc seconde chance, comme le nom l'indique, c'est-à-dire des aventuriers qui sont venus seulement une fois et qui n'ont pas gagné. Je pense que ça peut être le meilleur cocktail pour avoir des aventuriers vraiment revanchards, parce que bon, ceux qui sont venus 3-4 fois à koh, on en a marre au bout d'un moment, et puis les gagnants, c'est vrai que ils n'auront pas forcément cette niaque parce que le but quand tu reviens c'est de faire mieux que la dernière fois. On est parti dans le vif du sujet tout de suite. On va commencer avec Nicolas forcément de la dernière saison. Alors oui, je vais classer un peu par ordre chronologique, on va remonter de plus en plus dans le temps. Là on va commencer par les saisons les plus récentes. Alors Nicolas forcément c'était l'aventurier par excellence. Il était bon dans tous les domaines, dans le domaine social, le domaine stratégique, la survie, les épreuves. C'était vraiment l'aventurier parfait et il était à 2 doigts de gagner son koh, à juste un petit éclair de lucidité de Frédéric sur les poteaux. Ça va être intéressant de le revoir face aux meilleurs aventuriers du coup pour voir vraiment s'il peut réitérer l'exploit ou faire même mieux, remporter koh. Ensuite on passe sur Clémence de la même saison. Clémence, elle avait aussi un bon social et des bonnes stratégies. Malheureusement, elle n'a pas eu de chance avec les binômes des destins liés. Elle s'entendait à la fois bien avec les garçons, notamment Frédéric et Quentin avec qui elle a fait toute l'aventure, et aussi avec les filles, notamment pour organiser le putsch, j'ai envie de dire, contre Gilles. Et malheureusement, elle n'a pas eu de chance au tirage au sort des destins liés de tomber avec Esteban, l'aventurier que tout le monde voulait éliminer. Elle avait vraiment les capacités d'aller très très loin dans cette aventure. Et aussi, ce qui était très fort avec Clémence, c'est qu'elle a remporté les 2 premières épreuves d'immunité de la réunification. Les épreuves en soi les plus difficiles à remporter parce que c'est là où il y a encore le maximum d'aventuriers encore en jeu. Donc il y a beaucoup de concurrents. On passe sur Loana, en parlant des épreuves. Loana, c'était vraiment quelque chose. Elle a remporté 3 épreuves en individuel. Elle a remporté l'épreuve de la recomposition des équipes et ensuite elle a gagné 2 immunités en solo, notamment le parcours du combattant, une des épreuves les plus dures, les plus physiques, et également l'épreuve des koalas, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais en tout cas une épreuve statique qui est aussi très difficile, très mentale. Et en plus d'avoir été excellente sur les épreuves, elle a été également très très forte aux ambassadeurs parce qu'elle est tombée face à koh et koh je le trouvais quand même pas mal persuasif et j'avoue que là-dessus je me suis un peu fait brain par le montage parce que je me suis dit il va réussir à la convaincre, Tout le monde l'a pensé très individualiste justement parce qu'elle est super forte sur les épreuves. Elle a quand même eu les coronesses d'aller à la boule noire et finalement quand Denis apporte les boules, Colin lui dit en fait non c'était du bluff et finalement je vais trahir quelqu'un de mon équipe. Voilà, justement en parlant de ce duel des ambassadeurs, j'ai envie de reprendre Colin dans le sens où vous savez, dans le combat des héros, on a vu par exemple Cédric et Alban, Yacine et Clémentine, il y a eu des dualités comme ça. Et en fait, Colin, là on le voit serrer la main de Loana aux ambassadeurs parce que en trahissant quelqu'un de son équipe, il a essayé de se protéger, lui ainsi que Olga, une ancienne bleue. Et finalement, tous les autres rouges, hormis Loana, ont voté quand même contre lui au premier conseil de la réunification. Et il a été éliminé du coup très très tôt. Juste après la personne qu'il a éliminé lui-même aux ambassadeurs. Et du coup, il en voulait quand même à Loana, même si elle a tenu son engagement de ne pas voter pour lui. L'engagement était censé concerner tous les rouges, et du coup, il était quand même amer. Et en fait, je pense que cette dualité va être intéressante à revoir, surtout, si il y a une double dualité, une trialité, appelez ça comme vous voulez. Mais du coup, c'était Seta qui a été éliminé par koh aux ambassadeurs. Et j'ai envie de voir un peu du bazar dans la saison. J'ai envie de voir comment les retrouvailles vont se faire parce que Seta, à mon avis, elle en voulait énormément à koh. Ça va apporter du piquant, du piment à cette saison. Et au-delà de ça, Seta, c'est une aventurière qu'on n'a pas trop eu le temps de voir briller, mais elle a été quand même très très intéressante parce qu'au premier épisode, son amie Céline va se faire éliminer. Et elle veut ni partir ni que ce soit Céline, et du coup
elles font semblant, elles bluffent le fait qu'elles aient un collier d'immunité et qu'au moins une des deux va le sortir. Les aventuriers croient totalement à ce bluff, mais ils votent quand même contre Céline. Et du coup, pendant toute la période d'avant réunification, à chaque fois, ils vont craindre le collier de Seta, ils vont avoir peur que Seta sorte son collier, alors que le collier est totalement imaginaire. Et ça, c'est une situation un peu inédite. Stratégiquement, c'était vachement intéressant. Après, ça a pesé quand même sur Seta, moralement, c'était pas évident tous les jours de tenir ce rôle, etc. Mais à mon avis, ça l'a quand même protégé, et ça l'a permis d'aller assez loin. Alors ça va être intéressant de revoir ces trois aventuriers ensemble dans la même saison, et ils ont chacun un truc à raconter, et ils ont un lien très fort entre eux, même si ce n'est pas forcément un lien amical, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on repart sur la saison précédente des armes secrètes, et forcément, qui dit armes secrètes dit Arnaud. C'était un aventurier incroyable, regardez cette image avec les crabes, c'était vraiment le chasseur de crabes de la saison. Il nous a tous régalé, côté survie, il était incroyable, c'est un aventurier qui s'est découvert au fil de la saison, ça se voyait qu'il adorait être là et c'était vraiment un aventurier très très cool à suivre. L'aventurier, je pense, le plus marquant de cette saison. Et du coup, en plus, comme on le voit sur les images en bas, il a également remporté 2 épreuves, puis aussi socialement, forcément, il a été apprécié de beaucoup d'aventuriers. Ensuite, on va rester sur cette saison des armes secrètes, et Laure a été aussi super intéressante parce que stratégiquement, elle a vraiment mené sa barque. Elle était donc souvent en binôme avec Maxine, qui est allée, elle, jusqu'à gagner cette saison. Laure est allée jusqu'à l'orientation, ce qui est aussi excellent comme parcours. Il y a eu ce move un petit peu contre Candice, c'est-à-dire que Candice, dans l'équipe, elle parlait un peu à personne, elle se concentrait plus sur la survie, mais socialement, c'était vraiment le zéro. Et du coup, dès qu'elle trouve... Enfin, elle fait que chercher un collier d'immunité pendant les premiers épisodes, et elle en trouve enfin un, et du coup, elle va le dire à Maxine et Laure. Pour se faire des alliés, elle dit, bah, maintenant, je vais pas passer l'aventure toute seule, je vais en profiter d'avoir le collier pour me faire des alliés, etc. Mais c'était pas trop dans cet ordre qu'il fallait s'y prendre, parce que du coup, les gens ont eu le temps de parler pendant tous les premiers jours, et elle, pas trop. Et du coup, Laure et Maxine font très bien semblant et jouent un double jeu, pour faire genre qu'elles sont avec elle, mais bien sûr, elles vont l'éliminer au conseil, et elle aura pas eu le temps de sortir son collier. Elle aura rien vu venir, et donc ça, c'était déjà un super move stratégique, mais c'était pas le move le plus important. C'est plus ce qui va se passer aux ambassadeurs qui va être important, parce que elle est dans une équipe où les hommes, notamment Frédéric et Hervé, veulent éliminer les femmes une par une, et ils l'ont même clamé haut et fort lors d'une épreuve. Ça a choqué, ça a surpris les jaunes. Enfin, c'était vraiment bizarre comme façon de faire et pas très malin. Et du coup, quand Laure et Maxine vont toutes les deux aux ambassadeurs, c'est plus logique pour elles d'éliminer l'un de ces garçons qui allaient de toute façon les éliminer si elles avaient perdu des épreuves d'immunité. Elles ne font pas que éliminer ces mecs-là, elles font aussi un pacte avec Vincent qui va les protéger. Finalement, c'est grâce à ce pacte avec Vincent qu'à un moment, elle va réussir à retourner le jeu avec Vincent quand les jeunes vont prendre la confiance et vont se dire bon, on élimine Laure ou Maxine, là, faut pas déconner, machin. Mais ils le font beaucoup trop rapidement et Vincent n'est pas d'accord. Il veut tenir son pacte et ça va sauver Laure et Maxine pour éliminer Shanice. Et après, le jeu va complètement se retourner. Les jaunes vont se bouffer entre eux et ça va permettre à Laure et Maxine d'aller jusqu'au bout. Donc c'était vraiment bien joué stratégiquement. Je pense qu'elle a une bonne vision du jeu, elle peut avoir des idées qui l'amèneront encore une fois très loin. Et puis également, elle a remporté, je crois que c'était la première épreuve d'immunité de la réunification. Il me semble que c'est ça, comme dit, l'épreuve la plus difficile, je pense, à gagner en solo. Donc félicitations à Laure. Et on reste également dans les armes secrètes avec Marie. Alors Marie, certes, elle n'a fait que 6 jours, mais j'ai envie de dire, dans le dernier All-Star, il y a eu Dylan qui a été rappelé. Et je me dis, c'est bien d'avoir une diversité des candidats, autant dans leur âge, dans leur sexe, etc., que dans leur parcours également. Ça peut être intéressant d'avoir des candidats qui sont allés très loin, comme des candidats qui sont allés pas très loin, à l'image de Marie. Et Marie, je pense qu'elle aurait dû aller plus loin, c'est même sûr. Elle s'intégrait super bien socialement dans son équipe. Et malheureusement, les armes secrètes, elle n'a pas eu de chance de tomber dans la saison des armes secrètes, puisque Magali, qui aurait dû être éliminée, sort une arme secrète, le kit ou double, pour affronter quelqu'un en duel. Elle veut choisir la fameuse Candice, qui ne parle à personne de toute façon, mais Candice sort
un objet là pour l'immuniser. Elle se rabat sur Marie, mais c'était pas du tout son premier choix. Et Marie, elle est complètement surprise, elle s'attendait pas à ça. Je pense que Magali a eu le temps de se préparer mentalement pour le duel, elle avait aussi plus rien à perdre, alors que Marie, elle était pas du tout censée être en danger à ce premier conseil. Et du coup, elle se fait éliminer comme ça, et c'est un peu injuste, je trouve, mais bon, c'est le jeu des armes secrètes, et je pense qu'elle pourra aller beaucoup plus loin dans une saison avec des twists différents, tout simplement. Et également, j'ai mis cette image en bas parce que, alors j'ai pas trop suivi les gossips, etc., mais en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'elle était en couple avec Colin. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je me dis que ça peut un peu faire, comme vous savez, le Candice Jérémy de la saison du combat des héros, toujours. Je pense que c'est bien qu'il y ait des liens, un peu de tension, comme j'ai expliqué avec justement Colin et Seta par exemple, comme des liens plus favorables. Ensuite, on part directement sur la saison des 4 terres avec Lola, bien sûr, Lola qui a été super forte socialement, stratégiquement et dans les épreuves. Dans les épreuves, je trouve qu'elle avait rien à envier à Alix, elle a le même nombre de victoires, il me semble. 4 victoires en solo. Et Alix a été rappelée dans la légende, Koh-Lanta la légende, machin, soi-disant les meilleurs aventuriers, mais pour moi, Lola avait autant sa place, voire plus sa place qu'elle. Et d'ailleurs, elle a battu Alix à de nombreuses reprises, comme par exemple dans l'image d'en dessous, où Alix était censée, je pense, être un peu favorite vu son physique, mais Lola a tenu le coup et a remporté cette magnifique épreuve d'immunité. Et également, ce que Alix n'avait pas forcément et que Lola avait, c'était le côté social et stratégique très très poussé. Elle avait réussi à choper 2 colliers d'immunité, elle s'est même permis d'en donner un à Angélique. Alors sur le coup, il y a des gens qui ont trouvé ça un peu idiot, etc., qu'elle le donne à Angélique, mais ça a permis de sauver son allié de l'aventure et d'aller très très loin avec elle, et c'est toujours bien d'avoir une alliée solide dans l'aventure, c'est un truc qui se fait pas tout seul Koh-Lanta, même si on parle de phases individuelles, etc., il faut avoir des alliés solides, parce que c'est le plus grand nombre de votes qui va décider de qui va être éliminé. Donc si vous avez quelqu'un de confiance sur l'île, ça va toujours être très bon moralement et stratégiquement. Après, avec les colliers, elle les a montrés un peu à divers aventuriers, elle a un peu consolidé ses alliances comme ça. C'était risqué, mais je trouve que ça a payé, puisque elle est allée jusqu'en finale, jusqu'à l'orientation. Ensuite, on part sur la saison La Guerre des Chefs. La Guerre des Chefs qui a été une saison très très intéressante, il y a eu beaucoup d'excellents candidats. J'ai envie de sélectionner Béatrice parce que c'est quelqu'un qui a remporté les poteaux, mine de rien, même si c'était les poteaux du tout début avec tous les aventuriers. Et en plus, après, elle n'a pas trop eu le temps de faire ses preuves en individuel car elle était rapidement éliminée contre toute attente au 2e conseil réunifié. Donc voilà, le collier que Victor lui a donné a été un peu une malédiction finalement parce que tout le monde était au courant qu'elle avait ce collier et tout le monde s'est dit c'est le moment ou jamais de faire sauter ce collier d'immunité. Et je pense qu'elle n'aurait pas été éliminée si rapidement s'il n'avait pas eu ce collier. Et justement, Victor, c'est un aventurier que j'ai envie de sélectionner, aussi pour les raisons que je vous évoquais avant, de liens entre les aventuriers, de liens plus ou moins houleux, et ça va être intéressant de les revoir dans la même saison. Victor, qui d'ailleurs au tout début de la saison, veut absolument être choisi par Emily, et du coup il va aller voir Béatrice pour lui dire en gros qu'il ne l'aime pas et qu'il n'a pas envie d'être avec elle. Donc c'est très osé. Au-delà de ces liens, c'est quelqu'un qui a été éliminé assez rapidement, mais qui avait du potentiel. Il a fait le feu 2 fois, il me semble. Il a été excellent dans la survie, mais le problème c'était son côté sociable, où il était vraiment à la ramasse, quoi. Il s'entendait pas trop avec les autres aventuriers, il n'a pas réussi à gagner leur confiance. Il avait quand même 2 aventuriers avec qui il s'entendait très bien, mais leur alliance était cramée dès le premier jour, donc il a joué un peu trop fort et trop vite. Mais en vrai, stratégiquement, je pense qu'il a un peu il a de l'intelligence de jeu. Il avait à un moment proposé aux jaunes de partager son collier d'immunité, il l'a montré à toute l'équipe jaune et il s'est dit on pourra l'utiliser après la réunification si vous me faites confiance. Et c'est vrai que, historiquement dans Koh-Lanta, c'est plutôt après la réunification que les colliers d'immunité sont très utiles. Après, c'est vrai que c'est délicat de le partager autant de personnes, mais en soi c'était bien tenté, et après, tout le monde lui a dit non, joue le collier et puis on n'en parle plus. Et il a quand même tenté un coup de poker ultime de pas jouer le collier, comme ça il aurait eu pour lui tout seul, ça aurait été vraiment bien joué. Mais bon, qui dit coup de poker dit prise de risque, et prise de risque ça marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui peut être
un très bon stratège. En vrai, il a l'intelligence pour être stratégique. Maintenant, il faut aussi le côté sociable pour se faire accepter des autres aventuriers, pour gagner leur confiance. Et peut-être que ça peut faire un peu comme Freddy de Koh-Lanta 2009, qui lui a été catastrophique socialement au début, mais qui en revenant dans d'autres Koh-Lanta, c'est bien plus ouvert humainement. Et je me dis que Victor pourrait être dans ce profil parce qu'il avait l'air déjà de se remettre pas mal en question dans sa saison. Donc je pense que le fait d'avoir fait une fois Koh-Lanta, ça lui aurait permis de prendre du recul et d'être bien meilleur de ce point de vue-là. Donc s'il a ce côté sociable en plus, je pense qu'il a beaucoup d'atouts pour aller très loin dans Koh-Lanta. Et ensuite, j'ai envie de sélectionner un troisième aventurier de la guerre des chefs, car comme dit, c'était une saison exceptionnelle. Qui dit saison exceptionnelle dit aventurier exceptionnel. C'est forcément Cyril que j'ai le plus apprécié dans cette saison. Lui, il était vraiment très sociable, il était vraiment très bon stratège. Il a gagné pas tant d'épreuves, mais l'épreuve qu'il fallait absolument gagner quand il était en binôme avec Maud et que d'un coup il était de nouveau visé. Mais il a su être, malgré le fait qu'il soit dans la tribu la plus minoritaire, il a su se faufiler parce que lui et Maud étaient super gentils avec les autres aventuriers. Et il a su gagner leur confiance et se mettre un peu au milieu alors qu'il aurait dû être visé normalement par les autres aventuriers. Et à un moment, il est allé chercher les courriers, comme on le voit dans l'image d'en dessous. Et là, il y a eu une grosse injustice parce que Mohamed et Nicolas l'ont été super énervés contre lui, juste parce que ils considèrent que ceux qui ont des enfants devraient être privilégiés dans l'apport du courrier. Ce que je trouve un peu con. Ça lui a quand même permis de faire une alliance avec Aurélien à ce moment du jeu. Et c'était une alliance très bien vue qui lui a permis d'aller plus loin, etc. Et en fait, ça lui a aussi permis de sortir son collier d'immunité. Et c'était le conseil avec un collier, je trouve, le plus satisfaisant qu'on ait vu dans Koh-Lanta. Peut-être un peu à égalité avec celui de Namadia, mais même au-delà, je pense, c'était vraiment incroyable quand il a sorti le collier d'immunité. Ce qui était incroyable comme conseil, c'est aussi le conseil où finalement il est sorti. C'était pas de chance, mais il a fait une dernière masterclass avant de sortir. Il est sorti en grande pompe. En fait, il a réussi à manipuler Cindy, qui est la plus grande stratège de la saison, la plus maligne d'entre tous. Il lui a dit d'un air dépité qu'il savait qu'il était éliminé, mais que ça lui ferait mal au cœur si elle votait contre lui, qu'il aimerait bien qu'elle vote un peu dans le vide, contre Maud dans le vide, quoi. Et du coup, ça a provoqué une égalité 3-3-1. Et après, il n'y avait plus le vote noir qui était contre lui. Et du coup, ça a reprovoqué une égalité 3 partout. Parce que Cindy a voté contre lui, mais au deuxième vote seulement. Et normalement, ça aurait dû être 4-3 contre Cyril. Et du coup, c'était très, très marrant là de voir la réaction de Cindy, comme on peut le voir. Elle était complètement choquée. Ça a provoqué l'égalité. Et il est sorti sur la boule noire, mais ça aurait pu évincer la meilleure alliée de Cindy, qui était Chloe. Et ça aurait pu permettre à Cyril d'aller à la rotation à une chance sur deux. C'était dommage, c'était ce qu'il fallait faire. Il a magnifiquement joué. Et bref, ça montre à quel point c'est un fin tacticien. Ensuite, on part sur la saison précédente, l'île des héros. Et je trouve que Charlotte a été une aventurière super forte socialement également. Elle a su s'intégrer avec les rouges de base, bien sûr, mais également avec les jaunes au fur et à mesure de l'aventure. Par exemple, Inès, Nawal, etc. Elle s'entendait bien aussi avec les filles jaunes. Et voilà, elle a été éliminée suite à un concours de circonstances. Elle trouve le collier d'immunité. Elle n'a pas de chance au destin lié, une fois de plus. Elle tombe avec Théoura, qui, bien sûr, est vue comme la menace, qui, bien sûr, est toujours aussi mauvais stratégiquement, mais elle tente un coup de bluff et certes, ils avaient l'air ridicules à sortir avec 2 colliers d'immunité, mais c'est Théoura qui connaissait l'existence des 2 colliers d'immunité. Charlotte ne connaissait que l'existence de son collier d'immunité, donc en vrai, c'était pas si mal joué que ça de la part de Charlotte, c'est surtout Théoura qui a merdé, je trouve. Au-delà de ça, Charlotte a pas eu de chance du tout d'être dans la saison de l'île des héros. Je pense que c'était la pire saison pour faire son premier Koh-Lanta. Et les héros qui sont un peu surprotégés par la production, qui se protègent entre eux par leurs liens d'avant Koh-Lanta, etc. Et ouais, c'était vraiment compliqué et j'aurais aimé voir Charlotte dans une saison un peu plus classique, un peu à l'image de cette saison qu'on s'apprête à écrire ensemble finalement. Je vous parlais de diversité, de casting dans les âges, etc. J'aimerais bien reprendre Marguerite de Koh-Lanta Fidji, mais pas que pour ça, parce que finalement, elle a failli sortir au tout premier conseil de l'aventure
Et donc c'est la pire position de sortir au premier conseil de l'aventure, ça veut dire qu'on est considéré comme la personne la plus faible. Mais finalement, elle sortira au tout dernier conseil de l'aventure parce que elle fait peur aux autres aventuriers en vue de l'épreuve des poteaux. Donc ça a quand même été un parcours de fou entre temps. Elle a également gagné, on le voit ici, l'épreuve de la dégustation, une épreuve mythique de Koh-Lanta. Et voilà, Marguerite, elle a su s'intégrer aux autres aventuriers, elle a fait un parcours assez exceptionnel et je pense qu'elle aurait tout à fait sa place dans ce All-Star. Ensuite, on part sur un aventurier plutôt légendaire, j'ai envie de dire. C'est Sébastien de Koh-Lanta Cambodge. Et à mon avis, là, sur cette épreuve du paresseux qui s'affiche juste en dessous de moi, à mon avis, il peut aller chercher des records, il peut aller rentrer vraiment dans la légende. C'était un aventurier super fort, mais pour ça, il faut qu'il affronte les plus forts. Et justement, c'est pour ça que j'ai envie de le revoir dans ce All-Star. Et malgré qu'il soit une menace réelle dans les épreuves, il a quand même été super loin, il est allé jusqu'au dernier conseil. Malheureusement, il se fait éliminer juste aux portes de la finale. Mais il a fait un super parcours, son binôme avec Claire était super performant. Quand ils sont au destin lié en binôme, ils remportent le confort, l'immunité, ils font le grand chelem, j'ai envie de dire. Et justement, Claire, c'est la personne que j'ai envie de rappeler comme fille de Koh-Lanta Cambodge. Pour les raisons que je vous évoquais avant, elle a été également très très forte sur les épreuves. Elle a remporté aussi ses immunités individuelles. Elle est sortie malheureusement à cause d'un collier d'immunité de Mathilde, pas très loin de la finale également. Et voilà, Claire, ça a été une très très bonne aventurière, même dans la survie, elle a été aussi excellente. Et j'ai envie de dire que ce fameux lien avec Sébastien, mais qui soit dans deux équipes différentes, ça peut aussi apporter quelque chose à la saison. On va voir ce que ça donne, mais j'ai envie que les aventuriers, voilà, ça soit pas juste je prends les meilleurs aventuriers, ça soit plus les aventuriers aient des liens entre eux pour voir ce que ça donne également. Ensuite, un de mes aventuriers préférés de ces dernières saisons, c'est Jean-Luc de l'île au trésor. Comme on le voit en bas, il avait gagné la toute première épreuve de trouver une pointe de flèche dans la jungle qui lui permettait d'aller justement sur l'île au trésor et aussi d'être le chef de l'équipe jaune, de composer les équipes. Et en fait, ça a été un leader vraiment charismatique de l'équipe jaune, il était vraiment dévoué pour son équipe. Denis Brognard annonce que les aventuriers un aventurier par équipe doit quitter son équipe pour aller dans l'équipe adverse et que c'est définitif. Et du coup, il donne un stylo et un papier à chaque chef d'équipe. Et les rouges se concertent, et ils font un choix plutôt moyen. Et Jean-Luc, lui, il va sur un arbre, il écrit direct. Et là, au début, j'avais pensé, mais attends, c'est une dinguerie, là, il va vraiment écrire le prénom de quelqu'un, ça se fait grave pas, il est fou. Et en fait, hop, il montre, et en fait, c'est lui. Et il dit, moi on est une famille et je me sacrifie pour ma famille et j'ai toujours fonctionné comme ça et c'était hyper touchant je trouve. Et après quand il est allé chez les rouges, il s'est aussi battu. Il a aussi tenté des trucs et je trouve que stratégiquement il avait tenté quelque chose de super bien. C'est qu'il avait compris déjà quelles étaient les dynamiques dans l'équipe rouge, qui était en groupe avec qui était un peu électron libre, etc. Il avait proposé de faire une alliance avec Candice, avec Benoît, avec Lo, et même Julie, il me semble, en tout cas les plus jeunes de l'équipe. Et il a dit, moi, je veux emmener certains jaunes, certains rouges loin, mais je veux emmener les jeunes, etc. Et en fait, il avait réussi à convaincre Candice. Après cette discussion-là qu'on voit ici, elle a dit, je veux plus voter Jean-Luc. Elle a dit à Julie, je veux plus voter Jean-Luc. Julie, elle a dit, je te suis, tu prends ta décision et je te suis. Et elle est allée voir les garçons, et bon, les garçons ils étaient pas trop d'accord, parce que c'est vrai que finalement, Jean-Luc c'était quand même une grosse menace pour la réunification, puisqu'il avait beaucoup de liens avec les rouges et les jaunes, mais c'est dire à quel point il s'entendait avec 3/4 du casting, c'est vraiment très fort, et il a failli réussir quelque chose de grand, et j'aurais aimé le voir justement à la réunification pour voir ce qu'il allait faire, parce que ça aurait été quand même un peu inédit de voir quelqu'un qui est ni rouge ni jaune, mais un peu des deux à la réunification. Je pense qu'il aurait quand même tenu sa parole envers les rouges, mais il y avait aussi des jaunes qui l'adoraient, donc ça aurait été super intéressant à voir, mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment un candidat hyper marquant, et c'est dommage pour la saison de l'île au trésor qu'il soit parti si tôt, parce que il était vraiment vraiment super marquant, et j'aimerais bien le voir dans un All-Star forcément, c'était mon coup de cœur de la saison. Ensuite, on part sur Gabriel parce que Gabriel, ça a été un excellent stratège dans sa saison Koh-Lanta Thaïlande.
Il a été également dans l'une des équipes les plus performantes de l'histoire de koh qu'on peut voir juste ici en dessous. Et même quand les équipes se sont recomposées, en fait il a gagné toutes les immunités à chaque fois en équipe. Et du coup il est jamais allé au conseil avant la réunification. C'était un peu tout l'inverse de Pascal, comme on peut le voir sur l'image ici. Gabriel et Pascal, un sacré duo explosif. En fait, Pascal, c'est vrai que c'est compliqué d'aller à tous les conseils avant la réunification, enfin tous les conseils tout court, c'est compliqué. Mais en même temps, pour Gabriel, c'est aussi assez compliqué d'aller à aucun conseil parce que quand tu vas pas au conseil, certes, tu restes dans l'aventure, mais tu ne sais pas où est la loyauté de chaque personne, tu ne sais pas comment vote chaque personne, tu sais pas comment les personnes réagissent quand il faut voter, etc. Et du coup, tu découvres tout ça à la réunification, donc c'est pas évident non plus, je trouve. Et du coup, il y a eu une énorme embrouille entre Pascal et Gabriel vers le milieu du jeu, pour l'histoire de fouillage de sacs. Mais après, ils ont eu l'intelligence de jouer ensemble, et voilà, deux stratèges masterclass qui avancent ensemble, et ben ils vont tous les deux, en finale, ils vont tous les deux sur les poteaux. Et voilà, c'est... Bon, Pascal, du coup, il est revenu, donc je peux pas le rappeler dans mon casting, mais Gabriel, il mérite vraiment de revenir dans un koh All-Star. On arrive pratiquement à la fin. Il y a Bruno de koh Johor, je trouve que c'était également l'aventurier parfait. J'ai un peu envie de faire la même description que j'ai fait de Nicolas au tout début. C'est-à-dire que c'est un aventurier qui est super fort socialement, stratégiquement, il était aussi assez malin parce qu'il a réussi à retourner le jeu au bon moment en éliminant Jeff une seconde fois et en s'alliant avec Marc. Bref, c'est surtout socialement qui m'a marqué. Il a été apprécié de tous les aventuriers. Personne, malgré qu'il y avait des très très forts caractères dans koh Johor, tout le monde a apprécié Bruno. Il a reçu aucun vote contre lui pendant toute l'aventure. Malheureusement, il a été éliminé à l'orientation. Mais il a fait un parcours quasi parfait et à mon avis, s'il va jusqu'au poteau, même sans gagner les poteaux, à mon avis, il gagne koh parce que c'est très probable que par exemple Chantal le choisisse et il était tellement apprécié des autres qu'il aurait gagné koh. Du coup, il était aussi à 2 doigts de la victoire et j'ai envie de voir ce que ça peut faire Bruno dans un All-Star tout simplement. Et ensuite, le dernier aventurier de ma liste, c'est Frédéric de koh Karamoan. Alors ça, c'est un koh qui s'est passé en 2008, ça commence à dater, mais si on remarque bien dans les All-Stars, même récents, ils aiment bien rappeler aussi des aventuriers des koh plus anciens pour varier également ce que je vous disais sur la diversité. Et Frédéric, ça a été un aventurier très très fort dans l'une des meilleures équipes de l'histoire de koh justement. Je vous en parlais. Je pense que ça se joue entre koh Thaïlande et ce koh Karamoan parce que l'équipe des rouges de koh Karamoan était incroyablement forte, mais en même temps, c'est sûr que la composition des équipes au tout début, Frédéric remporte un jeu en quatuor avec notamment Christopher, Nathalie, etc. Ils ont le pouvoir de choisir 4 aventuriers, n'importe lesquels, 2 femmes, 2 hommes, et hop, ça compose l'équipe des rouges. Du coup, forcément, ils prennent les meilleurs, ils prennent Bertrand, ils prennent Christophe, ils prennent Christelle. Justement, ces 3 aventuriers que je vous ai cités, ils sont tous revenus dans un All-Star. Nathalie est également revenue récemment dans un All-Star. Ils ont tous fait des bonnes performances. Bertrand a carrément gagné la revanche des héros en 2012. Christophe est allé jusqu'au poteau au choc des héros en 2010. Enfin, voilà, c'était vraiment une équipe exceptionnelle. Et je trouve que Frédéric a encore plus de mérite parce que, comme on le voit ici, il a remporté 5 épreuves individuelles. Enfin, je compte l'épreuve du tout début dans les 5, mais c'était d'autant plus dur qu'ils éliminaient les jaunes les uns après les autres. C'était malheureusement comme ça dans les anciennes saisons de koh, il n'y avait pas trop de rebondissements. Mais du coup, il a dû affronter les meilleurs à chaque épreuve individuelle. Et du coup, il a réussi plusieurs fois à gagner face aux meilleurs, face à Bertrand, face à Christophe, face à Christelle, etc. Et même, il aurait pu remporter une 6e victoire parce qu'à la toute première épreuve réunifiée, Bertrand est un petit peu en danger, il a reçu le vote doré des ambassadeurs. C'est l'équivalent d'un vote contre lui en plus. Et du coup, ils sont tous les deux les derniers finalistes sur l'épreuve du bambou, comme ça, là, qu'on a vu encore dans le koh le plus récent. Bertrand demande à Frédéric de lâcher et, parce qu'il est en danger, justement. Et Frédéric dit, pas de souci, et il le fait. Alors après, Denis Brognard est un peu énervé parce que c'est pas fair play, etc. Mais en vrai, il a protégé son ami Bertrand, et au-delà de ses performances en épreuve, il a aussi été l'un des recordman de l'épreuve d'orientation, ce qui est aussi à noter. Donc voilà, on se retrouve avec un casting comme ceci. Qu'est-ce que vous pensez de ce casting finalement? Moi forcément j'adore ce casting, je le trouve vachement équilibré. Il y a des aventuriers de tout âge, de toute saison,
de toutes sortes de parcours dans koh. Et voilà, dites-moi également dans les commentaires laquelle vous préférez entre l'équipe rouge et jaune. J'ai essayé d'équilibrer aussi les deux équipes. Et qui j'ai oublié tout simplement, ça je sais que vous allez me dire dans les commentaires, mais n'oubliez pas les deux contraintes que je vous ai citées, c'est-à-dire pas le droit aux gagnants et pas le droit aux aventuriers qui sont déjà revenus plusieurs fois dans koh. Il faut que ça soit des aventuriers qui n'aient fait qu'une seule fois koh à sélectionner là-dedans. Ça explique l'absence de certains aventuriers forcément. Mais voilà, je pense que ça peut être vraiment des aventuriers qui ont la niaque, qui ont envie de prendre leur revanche s'ils sont revenus qu'une seule fois. Comme j'ai dit au début de la vidéo, des aventuriers qui sont venus 4 fois, au bout d'un moment, bah, on en a marre de les voir et puis eux, ils ont plus trop d'enjeux à jouer koh quoi. Finalement, avec un peu de recul, je pense que je vais changer 2-3 petites choses à mon casting. Après avoir revu koh Thaïlande, c'est vrai que je trouve que Nicolas était vraiment un top aventurier, super sportif, super bon dans les épreuves et en plus super sympa socialement, il était vraiment au top. C'est juste que vers la fin de l'aventure, il a un peu trop pris la confiance, etc. Et en plus, sa rivalité avec Gabriel sera intéressante parce qu'ils ont toujours été dans la même équipe durant toute l'aventure, toujours été solidaires, mais vers la fin du jeu, Gabriel le trahit parce qu'il change d'alliance. Donc je pense que ça s'annonce salé entre les deux hommes dans un All-Star potentiel. Et je trouve que Pauline de la saison actuelle est juste incroyable. Au début de l'aventure, elle avait vraiment pas confiance en elle, puis elle a trouvé un colis d'immunité qui n'a certes pas servi à grand chose, si ce n'est lui donner un nouvel élan. Pareil avec l'épreuve des catapultes, elle a été magnifique à voir et elle a gagné de plus en plus en confiance. Et c'était incroyable, et par exemple lors du rendez-vous des ambassadeurs, elle a été impériale. Alors je sais pas si elle va gagner la saison, à l'heure où je m'enregistre, on est à peu près au début de la réunification. Si elle gagne les saisons, bah elle pourrait pas rentrer dans ce casting, et je pense qu'en plus il y a moyen qu'elle gagne. En tout cas, si elle gagne pas, elle a 100 fois sa place dans ce casting, ça c'est sûr. Donc voilà, sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, ça a été un réel plaisir de la faire. J'espère que voilà, on va en débattre un petit peu dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis salut. On va sans doute se retrouver bientôt pour un débrief de koh Thaïlande. En tout cas, c'est ciao!